La famille Legrand reprend peu à peu ses habitudes. Comme par le passé, Daniel et Nadine reviennent à la pêche aux moules, cuillère à la main, dans la baie de Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer. On a fait beaucoup, toi? Bah, beaucoup, pas mal quand même. Hein. Une famille d'ouvriers modestes et sans histoire, qui ne comprend toujours pas pourquoi et comment elle s'est retrouvée au cœur de l'affaire d'Outreau. Des gens simples, accusés d'être les chefs d'un réseau de pédophilie. Là, nous, on aurait pensé ça, qu'aujourd'hui même, on n'arrive même pas encore à réaliser. Je suis un père et un grand-père, c'est tout qui ne demandait rien à personne, moi, c'est tout. C'est pour ça, mais devoir travailler, élever sa famille toute sa vie, puis se voir démolir comme ça, c'est plutôt grave, quoi. Bah, c'est grave quand même. Hein. Après 30 mois de détention, en juillet 2004, le père Legrand est acquitté. Son fils, lui, est condamné à 3 ans de prison. Dans quelques jours, la Cour d'appel de Paris jugera les condamnés d'Outreau. Avant l'affaire, les Legrand menaient une vie tranquille. C'est au petit matin du 14 novembre 2001 que leur destin bascule. Il y a 4 ans. Outreau est une petite ville ouvrière de la banlieue de Boulogne. Il n'y a plus beaucoup de travail et dans certains quartiers, on vit d'allocations depuis 3 générations. Un quotidien marqué par le chômage, l'alcoolisme et même la violence. C'est en janvier 2000 que va éclater ce que la presse nommera l'affaire d'Outreau. C'est ici, au 5e étage du bâtiment Les Merles, à la Tour du Renard. Des enfants accusent leurs parents d'abus sexuels. Myriam Badawi, leur mère, avoue. Puis accuse son mari, ses voisins, ses amis. Elle évoque même un réseau avec des ramifications en Belgique. Plus d'une 60aine de personnes sont dénoncées. Les 2 Daniel Legrand sont les plus monstrueux, affirme Myriam Badawi. Elle les accuse d'avoir violé et filmé ses enfants. Le père et le fils Legrand sont alors désignés comme les chefs du réseau. Ils crient leur innocence. En vain, le jeune juge Fabrice Burgot, en charge de l'affaire, ne les croit pas et décide de les incarcérer. Le juge pense avoir débusqué un réseau international de pédophilie dont les tentacules s'étendent jusqu'en Belgique où résonne encore l'affaire d'Outreau. À Outreau, les principaux accusateurs, Myriam Badawi et ses enfants, désignent une ferme près de Ypres en Flandre. Les petits y auraient subi les pires sévices. C'est alors qu'en février 2002, nous décidons de mener notre propre contre-enquête. Nous allons retrouver cette fameuse ferme. Elle est située à 120 km de Boulogne. Sur place, nous rencontrons les propriétaires du lieu. La police vient tout juste de les interroger. Wat is de politie komen vragen aan je? Dat moeten we niet te zien. Hè. Ja. Foto's zijn ze het woord. Ja. Van kinderen? Of? Nee, van personen. Kunnen we dan nog zien hier of niet? Van Franse personen? Ja, die was kinderen. Comme nous, dans le hangar des fermiers flamands, les enquêteurs ne découvriront que des vaches et du foin. Aucune trace des Legrand. Un mois plus tard, en mars 2002, la police locale informe le juge Burgot. La piste belge n'était qu'un mirage. Mais le magistrat ne demande aucune autre investigation. Le jour se lève sur le port de Boulogne. Aujourd'hui encore, ces questions hantent la petite ville. Comment les Legrand sont-ils devenus, aux yeux de la justice, des bourreaux pédophiles? Et comment expliquer que leur père ait été acquitté et le fils, lui, condamné? Ce que nous allons découvrir au cours de notre contre-enquête ressemble à de l'acharnement judiciaire, à une instruction bâclée menée à charge. Revenons au tout début de cette affaire, plus précisément au 14 novembre 2001. Ce jour-là, comme chaque matin, Daniel Legrand arrive à l'usine vers 7h50. Ce que l'ouvrier métallo ignore, c'est que la police le surveille déjà depuis plusieurs semaines. Ce matin-là, il est arrêté. Je garde ma voiture, et quand j'ai refermé ma portière, il y a 2 personnes qui se sont ramenées sur moi. Ici, quoi. En venant de cette direction-là. Ils m'ont dit, vous appelez Daniel Legrand? J'ai dit oui. Et à peine dit ça, j'étais bâillonné, quoi. Enfin, je me demandais ce qui m'est arrivé, quoi.
Enfin, on commence à me dire, Madame Badawi vous accuse. Je dis, moi, je connais pas ces gens-là. Madame Crénon, Monsieur Delporte, je dis, mais moi, je connais personne. Alors, je commence à dire, où est-ce qu'ils habitent déjà, ces gens-là? Parce que moi, je suis ignoranto. Ils habitent sur Outreau, à Tour-du-Renard. Je dis, moi, je connais pas. C'est pas mon coin, d'ailleurs. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, qu'avant votre arrestation, les enquêteurs étaient déjà venus ici? Non, je savais rien. Non, on m'avait rien dit. Vous saviez ça? Ah non, je savais pas. Ah non, on m'avait rien dit. Est-ce que vous savez qu'avant votre arrestation, votre patron avait déjà parlé à la police? Non plus. Il avait déjà été entendu, je dirais. Ah non, rien. Ce procès-verbal, nous l'avons exhumé du dossier d'instruction. Et voici ce qu'il révèle. Les enquêteurs savaient parfaitement que Daniel était un ouvrier modèle. Son employeur le décrit comme un homme courageux, arrivant tous les jours à 8 heures pour repartir à 16h45. Comment, dans ces conditions, pouvait-il passer ses journées à violer et filmer des enfants chez Myriam Badawi? Ça fait drôle, revenir. Daniel et Nadine vivaient avec leurs enfants dans ce quartier résidentiel de Wimereux. Mais dans les mois qui ont précédé leur arrestation, la famille avait traversé des moments difficiles. Victime d'une escroquerie immobilière, ils venaient d'abandonner la maison qu'ils payaient depuis 20 ans. C'est pas trop dur de revoir tout ça? Ouais, quand même, ouais. Et une année, on a vécu quand même dedans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez plus rien? Non. Faut recommencer tout à zéro. Ah, recommence tout à zéro. Une situation que les enquêteurs ne peuvent ignorer. À l'époque, les Legrand vivent avec très peu de moyens. Leur ligne de téléphone est coupée, leur compte bancaire est dans le rouge. Bref, les Legrand vivent dans des conditions précaires, peu compatibles avec un train de vie de chef de réseau. Ils ont dû être déçus alors s'ils ont... Non, mais moi j'ai dit, comme on n'avait pas... Qu'est-ce que vous aviez sur vos comptes comme argent à ce moment-là? Salaire. Salaire. Rien, le salaire. En tout, ça faisait peut-être mettons, 10 000 francs. J'avais par mois, quoi. En fait, ils savaient tout. Bah ouais, mais tout, puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et on vous arrête quand même. Et voilà. Ouais, ils savaient tout, mais il n'y avait rien. Puis on nous arrête quand même, on nous met quand même 30 mois en prison. Bah ouais, c'est quand même grave. Daniel, le fils, est arrêté le même jour que son père. C'est un jeune homme fragile de 20 ans, passionné de foot. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Si ma jeunesse, c'est là, c'est là. Si j'étais pas dans mon quartier, j'étais là, on était toujours là, aux alentours. Et les gens, ils pourront témoigner, les gens qui traînaient avec moi, ils étaient toujours là. Vous voyez toujours Daniel là, c'est clair. Voilà, regardez, ma vie, elle est ici, elle est pas à Outreau. Ma vie, elle est ici, quoi. On a voulu me faire croire que ma vie, elle était à Outreau, que je fréquentais la ville d'Outreau. Mais ma ville, c'est ici, c'est pas Outreau, voilà, quoi. Et les gens qui habitent ici, mes potes, eh ben, ils savent que je suis ici, je suis Wimerosien. J'ai été 20 ans là, c'est Wimereux, en fait. 20 ans Wimerosien avant de finir Tolard. On m'a mis Tolard alors que j'étais Wimerosien, quoi, 20 ans. Les gens pourront témoigner, quoi, ils vous le diront. Daniel va passer plus de 900 jours en prison, dont 10 mois en isolement. Après 3 mois de captivité où il est harcelé et insulté par les autres détenus, il écrit au juge. C'est un coup de théâtre. Il s'accuse de viol et prétend avoir été témoin du meurtre d'une fillette. Cette lettre, il la relit aujourd'hui, pour la première fois. Je vous fais part de ce courrier pour vous faire de nouvelles révélations concernant cette affaire. Je vais faire ces révélations car je ne supporte plus de garder cela au fond de moi. Mais je ne voudrais pas endosser la mort d'une fille alors que je n'étais que le simple témoin. En effet, fin 99, je me trouvais chez les Delay quand Thierry Delay et un vieux monsieur sont arrivés accompagnés d'une petite fille de 5 à 6 ans et soi-disant belge d'après Thierry. Le vieil homme a abusé de la petite, mais la petite hurlait. Et c'est là que Thierry l'a battu à mort à la tête. Il y avait même... J'étais à table, ouais, j'ai écrit cette lettre. Ouais. Mais autour de moi, ceux de ma cellule, ben, ils s'amusaient à me dire, ouais, à me bourrer le crâne. Vas-y, accuse n'importe qui, accuse tout le monde. Comment ils s'appellent, faire les journaux, comment ils s'appellent voilà, c'est quoi leur nom? Puis je disais les noms que j'avais entendus en garde à vue, tout ça.
À la suite de cette lettre, le juge va-t-il enfin pouvoir s'appuyer sur un élément matériel? Il ordonne des fouilles dans un petit jardin d'Outreau. Mais après des jours de recherche, on ne découvre aucun cadavre. Daniel avoue alors avoir tout inventé. Trop tard, la machine est lancée. J'ai exprimé la douleur que j'avais en fait, en inventant cette mort. Voilà quoi. Et cette lettre de désespoir, le juge Burgot va s'en servir pour alimenter son dossier. Il convoque Myriam Badaoui dans son bureau du palais de justice de Boulogne. Au cours de cet interrogatoire, il se passe une chose étrange. Au lieu de confronter Myriam Badaoui avec ses prétendues révélations, le juge lit directement la lettre. Il prend la lettre de Daniel le grand-fils et il la donne en lecture intégrale à Myriam Badaoui, qui va en réalité dire ce qu'il raconte est la vérité. Et ce type de procédé, je dirais, de la part du juge, c'est une faute? Bien sûr que c'est une faute. C'est une inexpérience coupable qui caractérise une faute, à l'évidence, surtout lorsque la liberté de gens innocents, présumés innocents à l'époque, est en jeu, évidemment. Autre étrangeté de l'instruction, cette première confrontation entre Myriam Badaoui et le père Legrand. La pratique voudrait que les prévenus ne se croisent pas, mais Daniel Legrand est installé dans un couloir où se trouve entre autres Myriam Badaoui. Elle aura tout le temps d'observer Daniel Legrand et de remarquer son doigt mutilé. Mais moi je fais ma cigarette, ma roulée quoi. Vous roulez une cigarette? Ouais, devant ces gens qui sont là. Enfin, que vous ne connaissez pas, des gens? Je connais pas, je sais pas que c'est eux qui m'accusent quoi. Lorsque Myriam Badaoui entre dans le bureau du juge, elle déclare reconnaître Daniel Legrand. La preuve, dit-elle, il a un doigt coupé à la main droite. Moi je ne sais pas, je connais pas leur combine, mais ouais, disons qu'on aurait dû être séparés, puis au dernier moment rentrer dans le bureau. Au cours de cette même confrontation, Daniel se révolte. Il apporte au juge une indication précieuse. Au moment des faits reprochés, il souffrait d'une autre anomalie physique. Myriam Badaoui pouvait-elle décrire cette anomalie? Si, juste très apparent sur le devant, c'était un kiss. Gros? Ouais, ouais. Comment? Oh, c'est comme un genre de pigeon, quoi. Je sais pas si vous voyez, quoi. Ouais. Donc ça, c'était, on le voyait tout de suite, c'était reconnaissable, ça. Ouais, ouais. La première chose que vous la regardez, c'est vous étiez porté sur son oreille. Ouais, c'est bougé. C'était... Ouais, derrière, rien du tout, c'était apparent et ça tombait dans l'eau. Ouais. Ils n'en ont jamais parlé. Non, non. Alors qu'au moment où, soi-disant, vous étiez en train de violer les enfants, ouais. Vous aviez ce kyste. Bah ouais, et vous l'avez dit au juge? Bah, j'ai même ramené le certificat médical. Et la photo agrandie. Attendez, vous avez la photo, le certificat, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Puis là, il prend tout, puis il range tout. Il n'a pas de réponse, quoi. Donc vous lui amenez des éléments capitaux pour votre défense, il range tout, ouais, voilà. Ça n'intéresse pas. Après, on parle d'autre chose. C'est tout. Alors que toutes les informations recueillies sur les deux Daniel avant leur arrestation indiquent qu'ils n'ont pas le profil de chef de réseau, le juge les arrête. Alors que Myriam Badaoui, l'accusatrice principale, ne parvient pas à décrire avec précision ses prétendus tortionnaires, le juge laisse les Legrand, père et fils, en prison. Pour lui, il avait les bonnes personnes pour lui. Ouais. Pour lui, c'était pas trompé. Pour lui, c'était nous deux, moi et mon père. On a essayé d'amener des pièces à conviction, quoi, mais il était buté sur moi et mon père. J'y donne les preuves, au fur et à mesure, mais lui il note, mais je sais même pas si vraiment il fait son enquête, quoi. Donc moi je repars toujours à la case prison, quoi. Après, bon bah moi je me suis dit, bah ils ont un Pulse, ils sont en train de monter un Pulse, mais ils n'arrivent pas à faire entrer les pièces, alors ils les mettent en force, pour dire de nous accuser, quoi. Le juge d'instruction de Boulogne, à un moment, a été prisonnier de l'instruction qu'il avait menée en amont. S'il admet, en réalité, que Daniel le grand-père et Daniel le grand-fils ne peuvent pas être impliqués dans cette affaire, alors c'est remettre en cause la parole de Badaoui. Et ça veut dire remettre en cause tout le dossier.
Ça veut dire prononcer des non-lieux, un non-lieu quasiment total dans ce dossier, en tout cas pour toutes les personnes qui ont été injustement accusées. Et ça n'est plus possible. Donc, la conclusion qui doit venir, à mon avis, à l'esprit, c'est que si on a des policiers qui travaillent convenablement, si on a des preuves, si on a des faux coupables qui disent qu'ils ne sont pour rien, si on constate par de nombreuses confrontations complètement tronquées que Myriam Badaoui n'a jamais rencontré les Legrand de sa vie, quelle conclusion tirer, sinon que ce magistrat manipule l'enquête? Les Legrand vont rester en prison près de 3 ans. En juillet 2004, la cour d'assises de Saint-Omer juge les 17 accusés d'Outreau. La famille Legrand ne sortira pas indemne du procès. Le père est acquitté, mais le fils, lui, est condamné à 3 ans de prison. Comment comprendre ce verdict? Ça va mieux quand même. Bon, enfin, je suis déçu pour ma gamin, c'est tout, c'est là où ça va pas. Donc je suis à moitié content. On n'a pas été élevé comme ça. Hein. Daniel a été élevé comme nous. C'est un innocent à part entière. Hein. Mais enfin, il y a encore son honneur. Hein. Il y a son honneur. Il y a toujours l'étiquette sur le dos. À 23 ans. À 23 ans. À 23 ans. On l'a arrêté à 20 ans et puis à 23 ans, il ressort avec une étiquette dans le dos. Ouais. C'est beau. Mais belle la justice. Aujourd'hui, pour les Legrand, le combat continue. Ils espèrent trouver la faille. Toute la famille veut démontrer l'innocence du jeune Daniel. Depuis le début de l'affaire, le père et son fils sont persuadés qu'on a dû les confondre avec quelqu'un d'autre. Et cela, ils le comprennent très vite, quelques minutes après leur arrestation. Bah, je rentre dans une grande salle et puis là on me dit dites-le que vous appelez Dany, mais je dis attendez, moi je m'appelle pas Dany. Alors par 3 fois on me le répète et je dis ouais mais attendez, ça fait 3 fois que vous me posez la même question, je commence à en avoir marre. Alors c'est là qu'on me dit ouais mais il faut rester poli, hein. Vous parlez quand même à la police là. Je dis ouais mais attendez, ça fait quand même 3 fois que vous dites la même chose là. De toute façon c'est pas dur, allez voir ma famille, les amis, les voisins, mes copains de travail. Et là ils sont acharnés, ils sont acharnés sur moi là. Et je les vois s'acharner sur mon père en disant à mon père dites que vous appelez Dany, Dada. Puis après pareil ils viennent sur moi, ils disent tu t'appelles pas Dany. On a beau dire que c'est pas nous, ils étaient acharnés sur nous et ils lâchaient pas le morceau en fait. Ouais, pour eux c'était nous et pas des autres. Tandis que nous on était convaincus qu'ils se trompaient de personne. Déjà là d'entrée on était convaincus qu'ils se trompaient de personne. Y a-t-il eu erreur sur la personne? Cette hypothèse, nous avons voulu la vérifier. Et c'est dans le dossier d'instruction que nous allons découvrir de nouveaux éléments très troublants et jusqu'ici totalement négligés par la justice. Relisons les premières déclarations des enfants. Dans une liste manuscrite, le jeune Dimitri dénonce une série de prétendus abuseurs et évoque un grand que je connais pas. Son assistante maternelle recopie la liste et, on ne sait pour quelle raison, cite un Dany Legrand avec un L minuscule. Mais dans son procès-verbal, l'enquêteur va retranscrire Dany Legrand avec un L majuscule. Les 2 Daniel Legrand ont-ils été les victimes d'une erreur d'homonymie? Nous avons voulu en avoir le cœur net. Retour à Outreau. C'est à la tour du Renard que nous allons chercher et finalement trouver la réponse. Un Dany de haute taille fréquentait-il l'endroit? Quelqu'un le connaissait-il dans l'immeuble? Un habitant des Tours va nous le confirmer, un grand Dany vivait bien ici. Notre informateur nous apprendra que l'homme s'appelle Dany Camporini et nous confie une photo. Cette photo, nous allons la présenter à certains anciens habitants de l'immeuble. Sandrine Lavier, condamnée elle aussi dans l'affaire d'Outreau, vivait à l'époque au 4e étage. Je vais vous montrer une photo. Dites-moi si vous avez rencontré cette personne à la Tour du Renoir. Oui. C'était un gars qui traînait dans le quartier. Il s'appelle Dany. Et il est assez grand. On le surnommait le grand Dany ou il avait un surnom? Non, nous on l'appelait toujours Dany. Celle que l'on a surnommée la boulangère d'Outreau et qui fut accusée puis acquittée
va elle aussi se souvenir de ce grand Dany. Regardez là. C'est bien lui. C'est lui. Oui, oui, je suis formelle, oui. Lui, je le voyais fréquemment. Il venait me chercher de la confiserie, des chips, du coca. Enfin, moi, je le connaissais sous le nom de Dany. Et c'est un jeune gars de haute stature. Ça pourrait correspondre justement au dire des enfants, puisque c'est un Dany le Grand. Bon, est-ce qu'on a fait une mauvaise interprétation en donnant le nom de Le Grand alors que ce serait un Dany de haute taille? Pour les Legrand, c'est peut-être la délivrance. Nous révélons alors ces incohérences de transcription. Nouveau coup de théâtre. En avril dernier, la justice ordonne un complément d'enquête et repousse l'ouverture du procès d'appel. À 3 semaines du procès en appel, un autre Dany apparaît dans le dossier. Les médias s'emparent alors des résultats de notre enquête et retrouvent le fameux Dany Camporini dans le sud de la France. Ce témoin oublié confirme bien avoir habité au Merle. Ce qui m'étonne, c'est que tout le temps que j'ai vécu là-bas, on m'a jamais appelé Dany le Grand. C'est toujours Dany. Dany ou alors Campo. C'est tout. Moi, je vois vraiment pas, quoi. Les enfants, vous les connaissiez? Eux, ils vous connaissaient bien aussi? Ah bah oui, il y a des moments où on jouait au football avec eux, tout ça. Oui, ça allait, quoi. Mais j'étais pas tout seul à jouer au football avec eux. On était une bande de jeunes, quoi. On s'amusait avec eux. Mais ils sont passés à côté du Dany qui a recherché dès le départ. Et à cause des détails, on a arrêté 2 Daniel. Hein, à cause de ça, des détails, on a brisé 2 vies. C'est vrai que ça fait un choc, c'est dommage que ça arrivait trop tard, quoi. Hein, on aurait su ça avant. Si les enquêtes auraient été bien menées, on n'aurait peut-être pas passé 30 mois en prison non plus. Hein. Alors moi maintenant j'espère que tous ceux qui ont été incarcérés comme nous vont être questionnés sur cette personne, quoi. Ils vont être interrogés, être entendus, quoi. Aussi bien que les gosses. Plus incroyable encore, à l'époque, Dany Camporini vivait au même étage que Myriam Badaoui. D'ailleurs, son ex-compagne et son fils habitent toujours dans l'immeuble. Au cours de l'instruction, ce Dany-là n'a pas été interrogé. Mais le jeune Daniel Legrand, qui prétend n'avoir jamais mis les pieds dans la tour du Renard, va faire 30 mois de prison. Si on doit maintenant tirer des conclusions là-dessus, un jeune homme de 20 ans qui passe 3 ans en prison et qui est condamné sur quels éléments? Des éléments insensés. Il est condamné pourquoi? Pour qu'on sauve le dossier, pour que l'État français ne reconnaisse pas qu'il y a eu une peine inopérante, parce que c'est ça le scandale. Hein. Il est condamné exactement au temps qu'il a passé en prison. De qui est-ce qu'on se fout vraiment, hein? Et le résultat maintenant, c'est que c'est une vie brisée. Quelqu'un qui passe les années 20, 21, 22, 23 ans en prison, c'est un bon départ dans la vie. Merci, monsieur Burgot. Daniel rêvait d'être un footballeur professionnel. Son séjour en prison a ruiné son avenir. La v'là ma jeunesse, elle est là ma jeunesse, pas ailleurs. Elle est là. Ma jeunesse, elle est là. La v'là. Ouais, ma jeunesse, elle est là et pas ailleurs, quoi. Elle est là, ma jeunesse. Mes potes, ils pourront me le dire, elle est là, ma jeunesse. Ils pourront le dire, mes potes. Ils pourront témoigner pour moi comme quand on était toujours là. C'est la première fois que je souffre autant qu'on me met plus bactère, quoi, qu'on me torture l'esprit, quoi. On m'a torturé l'esprit, ouais. Tu te sens pas bien, là? Bah, je me sens pas bien, pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai été victime d'une manipulation en prison. En prison, j'ai été manipulé. J'ai été manipulé, ouais. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait. Est-ce que tu as été maltraité psychologiquement et physiquement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu te faire du mal? Physiquement, on a essayé de me violer, en fait. Et maltraité, j'ai pris une gifle. Mais je me suis pas laissé faire. Qui a essayé de te violer? Bah, une personne de ma cellule, en fait. Elle a essayé de me violer, ouais. En fait, parce que, voilà, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'étais une loque quand je suis rentré en prison. On m'a mis dans un monde qui n'est pas le mien, c'est clair. Moi, j'avais rien à faire en prison. On m'a mis dans un monde de violent, tout ça, la violence de prison, tout ça. Voilà, moi, c'est pas mon monde, moi. Il faut que j'ai envie de convaincre, c'est pas que j'ai envie de convaincre, c'est que je veux convaincre tout le monde, quoi. Ceux qui ont encore des soupçons sur moi, tout ça. Voilà, quoi. Moi, je suis Daniel Legrand, voilà, c'est tout. Je me prends pas pour je me prends pas pour qui que ce soit. Je suis Daniel Legrand, voilà. Innocent, voilà, ça rime. Et voilà, je joue pas de jeu, moi je suis innocent. Voilà. Le père Legrand a repris son emploi d'ouvrier métallo. Pour lui et sa femme Nadine, un dernier espoir subsiste, sauver leur fils.
Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est mon garçon. Quand je vois que j'ai élevé des enfants, j'ai tout fait, comment on l'a mis en prison, tout ça. Puis qu'aujourd'hui, que je vois le gamin cassé, ça me démolit. Ouais, ça me démolit carrément. Et pour l'avenir, alors, qu'est-ce que vous espérez en pensant à Wimereux? Ben, essayer de reconstruire de ce qu'on a laissé. Revenir normal, les ouvriers normaux, quoi. Ouais, le train de vie pareil, quoi. Acheter une maison à l'occasion et puis avoir un autre train de vie comme avant, quoi, c'est tout. On ne demande pas plus. Et la justice, vous en pensez quoi aujourd'hui? Elle vieillit mal. Hein. Ouais. Ouais, la justice, elle nous a cassé quand même. Ouais, elle nous a cassé. Elle nous a cassé. Dans quelques jours, le procès d'appel à Paris rendra son verdict. Peut-être la fin du cauchemar pour la famille Legrand.